Écoutez, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de regarder un petit peu là, les essais cliniques, qu'est-ce qui se donnait comme protocole de recherche à Québec. Donc, pas au Québec, mais à Québec. Dans les prochaines 15 minutes, je vais vous parler d'une douzaine de protocoles, 7 qui sont encore ouverts, 5 qui ont été fermés. Mais juste pour avoir un peu d'historique, là, j'aurais pu en prendre plus, remonter plus loin, mais j'ai mis ceux-là. Pour ceux qui ont été, parce que vous savez probablement tous qu'à Québec, il y a 2 centres d'hématologie. Il y a l'hôpital de l'Enfant Jésus et il y a l'Hôtel-Dieu de Québec. Il y a d'autres hôpitaux où il se fait de la cancérologie, de l'oncologie, mais c'est surtout comme le poumon à l'hôpital Laval, le sein à Saint-Sacrement, puis il y a d'autres. Puis à Lévis, évidemment, il y a des centres aussi, mais sur la Rive-Nord, les 2 centres d'hématologie sont à l'Enfant Jésus et à l'Hôtel-Dieu de Québec. Moi, je travaille à l'Hôtel-Dieu de Québec, donc je n'ai pas tous les détails de ce qui s'est fait dans le passé à l'Enfant Jésus, mais je vais vous parler des 2 études actives à l'Enfant Jésus, puis des 5 qui sont actives à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, c'est Dr Côté qui m'a gracieusement fourni les données pour l'Enfant Jésus. Donc, à l'Enfant Jésus, il y a 2 études. Ces 2 études-là, en fait, c'est une pour les nouveaux diagnostics, donc des patients qui sont non éligibles à la greffe, des patients soit qui sont supérieurs à 65 ans, même si parfois on peut aller un peu plus haut pour la greffe, mais dans cette étude-là, c'est 65 ans, ou pour des comorbidités, des raisons autres, ne seraient pas éligibles à la greffe. Donc, nouveau diagnostic, comme j'ai dit. Donc, c'est une étude phase 3, donc une étude randomisée, où les patients sont randomisés dans un bras standard, qui est le lénalidomide dexaméthasone. J'ai dit tout à l'heure qu'au Québec, on n'avait pas accès au lénalidomide dexaméthasone en première ligne. On a accès dans des protocoles de recherche. Et le bras expérimental, c'est la même chose. Donc, lénalidomide dexaméthasone plus un anticorps monoclonal anti-CD38, donc anti-cellules myélomateuses en partie, le daratumumab. Donc, on a parlé tout à l'heure que le daratumumab a été accepté pour les patients en rechute multitraitée par Santé Canada tout récemment. On n'a pas encore tous les détails pour ça, là, mais c'est accepté. Donc ça, c'est vraiment pour avoir accès au daratumumab en première ligne. L'autre étude, c'est une étude avec le carfilzomib. On a parlé un peu tout à l'heure, un inhibiteur de protéasome comme le bortezomib, le Velcade, qui semble avoir des effets différents en termes d'efficacité, en termes de toxicité. Donc, c'est pour des gens qui ont eu une 3e ou 4e ligne, donc des gens pré-traités déjà. Et c'est une combinaison de carfilzomib, dexaméthasone. Il va y avoir une randomisation un peu là, avec 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. J'en ai parlé tantôt. Le défaut du carfilzomib, c'est intraveineux. Il n'y a pas encore de sous-cutané comme le bortezomib. Et les premières études, c'était vraiment jour 1, 2, 8, 9, 15, 16 au 28 jours. Donc, ça fait 6 injections intraveineuses. Donc, il y a des études de plus en plus pour 3 par mois au lieu de 6 par mois. L'autre étude, je vais parler de quelques études là, qui ont été... en fait, on a participé à l'étude VISTA, l'étude avec MPV versus MP. Donc, ça a été le recrutement de 2004 à 2006. Donc, c'est une étude, en fait, ça a été la première fois où on a eu accès au bortezomib, parce qu'on n'avait pas accès au bortezomib en 2004-2005. Puis moi, je me rappelle d'un patient, des meilleures réponses que j'ai vues là, avec un patient qui avait un myélome, on n'avait jamais vu ça, parce que c'est à l'époque où le thalidomide, on l'avait, mais on n'avait pas beaucoup d'autres choses. On avait le MP, on avait le VAD, puis des réponses extraordinaires. Donc, un patient qui avait bénéficié énormément d'être dans cette étude-là. L'étude FIRST, Richard en a glissé un mot tout à l'heure, donc des patients non éligibles à la greffe, première ligne également, où les patients, il y avait 3 groupes. MPT, qui était le groupe standard. Puis ça, il y avait Revlimid, Décadron pour une période prédéterminée, 18 mois. Le MPT, c'était la même chose, ou le Revlimid, Décadron jusqu'à progression. Donc, pas vraiment un entretien, mais un traitement prolongé. Donc, ça a été de 2008 à 2011. On a eu quelques patients dans cette étude-là également. Encore des patients qui sont encore... une patiente qui ça faisait plusieurs années qu'elle était sous le traitement jusqu'à progression, qui a changé de traitement récemment. Une étude où on a eu beaucoup de patients, une étude de NM009 là, avec de Celgene, pomalidomide, qui était une étude de phase 2 où on a eu accès au pomalidomide alors qu'il n'était pas disponible là, avec le Décadron pour les patients qui étaient déjà traités. Une autre étude qui est fermée, mais on a encore des patients qui sont sous cette étude-là, une étude avec l'ixazomib. Tantôt, Richard en a parlé. Donc, l'ixazomib, c'est comme du bortezomib, mais oral. En fait, c'est pas comme du bortezomib, mais c'est la même classe de médicaments. Donc, c'est une étude des patients pour des nouveaux diagnostics,
non éligibles à la greffe, soit en raison de rage ou des comorbidités. Puis c'est une étude de phase 3. Donc, les patients sont randomisés à double insu. Donc, nous, on ne le sait pas, le patient ne le sait pas, la pharmacie ne le sait pas, personne ne le sait, sauf l'ordinateur puis les gens là, qui sont derrière tout ça, où les gens sont randomisés à un traitement standard, encore là, pas disponible au Québec, mais le standard Revlimid Decadron jusqu'à progression, ou le bras expérimental, en fait, puis ici, il y a un placebo pour qu'on ne sache pas s'il y a de ixazomib ou pas, et le bras expérimental avec l'ixazomib Revlimid Decadron. Donc, on a des patients quand même assez avancés là, qui sont sous traitement-là depuis assez longtemps, avec une tolérance très bonne, mais on ne sait pas si on le placebo ou l'ixazomib, mais avec des résultats, en tout cas, très encourageants, là, beaucoup de rémissions complètes chez ces patients-là qui sont des nouveaux traitements, des patients dont on n'a pas encore le recul. C'est dans les résultats que l'étude va nous donner ces résultats-là. Étude Pollux, une étude pour les patients récidivants réfractaires, donc une étude de phase 3, randomisée, qui n'est pas à double insu, celle-là, parce qu'il y a un produit qui est intraveineux, où les patients reçoivent le traitement standard qu'on utiliserait chez quelqu'un en rechute, Revlimid Decadron, versus l'ajout du daratumumab au Revlimid Decadron. Donc, on a encore des patients qu'on suit sous cette étude-là. C'est une étude qui est fermée également. Dernière étude, une étude qui vient tout juste de fermer, qui est ouverte depuis quelques années. Je n'ai pas parlé ce matin de la maladie osseuse par omission, mais il y a eu beaucoup de progrès. Le myélome multiple, quand ça touche les os, on veut, avec les traitements de chimiothérapie, diminuer la sécrétion, puis les cellules plasmacytaires qui peuvent affecter les os, mais pour essayer de reconstruire les os. Donc, depuis une vingtaine d'années, maintenant, on utilise des biphosphonates, qui sont des médicaments qui se donnent en comprimé ou intraveineux. On utilise les formes intraveineuses pour le traitement du myélome multiple. Ça, c'est une étude, en fait, on a eu plusieurs patients là-dessus. Donc, c'est des patients qui sont éligibles à la greffe ou pas, des nouveaux diagnostics qui ont une maladie osseuse, parce que ce n'est pas tous les patients qui ont un myélome qui ont une maladie osseuse. Puis, en fait, c'est aléatoire, donc au hasard et à double insu. Donc, les patients reçoivent soit le traitement qui serait considéré comme standard, qui est l'acide zolédronique, qui est un biphosphonate intraveineux, une fois par mois, ou le denosumab, qui est un agent là, qui agit différemment, là, qui n'est pas un biphosphonate, en sous-cutané. Donc, tous les patients dans cette étude-là reçoivent à la fois un intraveineux et un sous-cutané à chaque mois, puis on ne sait pas lequel. Il n'y a personne qui a deux placebos. Là. Tout le monde a un des deux traitements actifs, puis il n'y a personne qui a les deux traitements actifs. Donc, cette étude-là, dans quelques années, on va pouvoir savoir s'il y a un avantage avec le denosumab ou pas. Là, je rentre dans les études qui sont ouvertes. Ça, c'est une étude pour les patients. J'ai eu quelques appels. Ce serait une étude, on parlait tantôt de patients qui sont à l'extérieur pour quelqu'un qui voudrait avoir accès au pomalidomide, qui a une insuffisance rénale ou qui est en dialyse. Le produit n'est pas accessible pour ces patients-là. Donc, on a une étude de phase 1 où il y a de la pharmacocinétique. C'est une étude qui est un peu complexe, mais quand même pas si pire que ça, où les gens reçoivent le pomalidomide et le décadron. Donc, c'est des gens qui seraient en récidive, qui ont reçu déjà le bortezomib, qui ont reçu déjà l'énalidomide, le Revlimid, et qui seraient rendus au pomalidomide, mais qui, en raison d'une insuffisance rénale, ne pourraient pas le recevoir. Donc, pourraient le recevoir via cette étude-là. Là, je vais parler de deux études. On parlait tantôt du Myélome Canada, donc MCRN, qui est le Myélome Canada Research Network, qui est un amalgame de centres et de médecins et de toutes sortes de professionnels qui ont un intérêt dans le myélome, dans la recherche du myélome, qui ont été créés en bonne partie. Là, je ne veux pas trop mettre Aldo, M. Delcolle sur la sellette, mais qui a été, je pense en tout cas, la pierre angulaire. S'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que ça aurait été... En fait, je suis pas mal sûr que ça n'existerait pas maintenant. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus dynamique. Il y a déjà une étude qui a été faite, qui a été complétée, associée à la greffe. Là, en ce moment, il y a 2 études ouvertes avec MCRN à laquelle on participe. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, la première, MCRN 002, c'est une étude pour... En fait, les deux, c'est des patients pour les patients récidivants et réfractaires. Donc, la première, c'est avec une étude de phase 1B2. Donc, il y a une étude de pharmacocinétique également là-dedans. Quand on parle d'études 1, 2, 3, là, l'étude de phase 1, c'est vraiment les études qui viennent après les études animales, où là, on recherche la dose qu'on devrait utiliser. Les phases 2, c'est des études où là, il y a
un seul bras. Tout le monde reçoit le même traitement, surtout pour voir les toxicités puis voir les résultats dans ces maladies-là. L'étude de phase 3, c'est vraiment souvent les dernières études avant la commercialisation où les patients sont randomisés aléatoires, au hasard, entre le bras standard et un bras expérimental ou parfois 2 bras expérimentaux. Il peut y avoir 3, 4 bras parfois, mais c'est donc une étude de phase 1B2, ici là, avec le sélinexor, qui est un produit qui inhibe le transport de certaines protéines entre le noyau et le reste de la cellule, avec un traitement là, de fond, qui peut être soit du bortezomib, décadron, lénalidomide ou pomalidomide, dexaméthasone, selon où le patient est rendu. Avec des résultats intéressants aussi pour ça. MCRN 003, ça a ouvert le mois dernier. Je pense qu'on est le premier centre au Canada, là, à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui a ouvert. Et c'est une étude, encore là, pour les patients récidivants qui ont eu 1 à 3 traitements antérieurs. Une étude de phase 2 où tout le monde reçoit le traitement. Et les patients, en fait, c'est le KCD, le cas pour carfilzomib. C'est les anglophones qui utilisent cette nomenclature-là, avec le acétylphosphonide et le dexaméthasone. Donc, c'est une dose plus élevé de carfilzomib, qui était utilisé donc de façon hebdomadaire, 3 semaines sur 4. Donc, ça semble très prometteur. Les études initiales en première ligne avec cette combinaison-là, le KCD, c'est la même recette qu'on utilise pour les patients en rechute, donne des résultats très, très, très impressionnants, là, un peu du jamais vu. Et donc, on aura bien hâte de voir les résultats pour cette étude-là là, avec ce protocole-là. La dernière, c'est une étude qui va ouvrir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, c'est pour les patients récidivants réfractaires également. Donc, c'est une étude de phase 3, randomisée. Celle-ci, elle a 3 bras. Donc, pour les gens qui ont eu déjà le bortezomib et le revlimid et qui seraient rendus au pomalidomide, au pomaliste. Donc, il y a un bras standard qui est le pomaliste dexaméthasone. Puis, il y a 2 bras expérimentaux. Donc, un qui inclut le nivolumab, qui est un anticorps monoclonal qui est contre les anti-PD1. C'est une nouvelle classe de médicaments, l'immunothérapie. Le myélome ne fait pas exception. Le nivolumab est sur le marché pour certains cancers du poumon, le mélanome, avec des résultats très intéressants. C'est vraiment une classe de médicaments à part. Il y a beaucoup, beaucoup d'anti-PD1 différents. Il y a des anti-PDL1, il y en a en tout cas, là, une pleine page. Et dans le myélome, en fait, il y a cette étude-là là, où on va voir si l'ajout d'un anti-PD1 peut être utile. Puis le troisième bras, qui est encore un peu plus agressif, avec le nivolumab et l'élotuzumab, qui est anti-CS1, qui est une molécule, l'élotuzumab, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été approuvé en novembre 2015 aux États-Unis pour le traitement des myélomes récidivants avec combinaison Revlimid décadron. Tantôt, quelqu'un m'a dit sur l'heure du dîner qu'apparemment que ça avait été approuvé en même temps que le daratumumab. On n'avait pas vu, j'ai pas vu passer ça, mais il semblerait en tout cas qu'il y aura une approbation. Mais dans cette étude-là, donc, pour ces patients-là, donc il y a 3 bras. Et si les patients sont randomisés, souvent dans les études de phase 3, il y a parfois ce qu'on appelle un crossover, donc où les patients peuvent changer de bras à la progression. Donc, pour les patients qui seraient randomisés au traitement standard, pomalidomide décadron, si jamais il y a progression sous pomalidomide décadron, ces patients-là auraient accès au troisième bras, là, pomalidomide décadron, nivolumab et élotuzumab. Je pense que ça fait le tour. Je voudrais juste dire un mot pour ce que je vous ai montré, c'est des études vraiment de phase 1, de phase 2, de phase 3. Il n'y a pas d'études originales dans ces études-là. C'est des études qui ne sont pas nées à l'Hôtel-Dieu de Québec ou à l'Enfant Jésus. C'est des études qui viennent d'universités, de compagnies pharmaceutiques, de MCRN pour certaines. Fait que c'est des choses, comme disait Dr Leblanc, je voudrais le féliciter pour tout le travail qu'ils font avec la chaire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, monter des études, avoir suffisamment de patients. Donc, ça prend vraiment une équipe dédiée. On n'a pas ça à Québec. Peut-être qu'un jour, on pourrait avoir ça, ça serait bien agréable. Mais tout de même, on participe quand même à des études où ça permet de faire avancer la recherche dans le domaine du myélome. Puis, ça donne l'occasion aussi à certains patients d'avoir accès à des molécules où il n'y aurait pas accès du tout si ce n'était pas de ces études-là qui sont ouvertes. Merci.
Donc, on va prendre quelques questions si vous en avez. C'était la dernière conférence, si on veut, à vocation informative pour l'auditoire aujourd'hui. Donc, si vous avez des dernières questions qui se portent sur le sujet qui vient d'être vu ou un des sujets précédents, c'est une dernière chance. Oui. Oui, dans les semaines qui suivent, on va faire un petit travail d'édition. Question de s'assurer que ça roule smooth, comme on dit, qu'on coupe les moments où il y a des vides, mais l'ensemble va être formaté, mis à disposition, ce qui inclut les slides et le visuel et la bande audio. Là. Donc, tout ça va être mis sur notre chaîne YouTube plus précisément, mais accessible via le site web. Donc, il faut compter un bon 2 semaines peut-être d'édition. C'est exact, quelqu'un qui est atteint du myélome, mais qui a déjà eu un autre cancer, ne peut pas adhérer aux études. Aux études de recherche? Oui. C'est variable. C'est vrai que dans la majorité des cas, mais ça varie d'une étude à l'autre. Je vous dirais que souvent, ils vont exclure certains cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes, des lésions au niveau du col utérin précancéreux. Ça va être exclu. Puis parfois, des cancers qui datent de longtemps, là, 5 ans, 10 ans. Mais je vous dirais que la majorité du temps, la majorité des études ont comme exclusion des cancers récents ou actifs, évidemment, là, puisqu'on c'est sûr que quand on fait une étude, il y a beaucoup de critères d'éligibilité. Tu sais, qu'on regarde, en fait, Richard en parlait tantôt, quand on regarde l'intérêt, donc quand nous, on voit un patient qui pourrait être éligible, on regarde avec le patient, on regarde avec lui ou elle s'ils sont intéressés. Puis quand ils sont intéressés, bien là, on lui fait rencontrer l'infirmière de recherche. Et là, il y a 2 pages de critères d'inclusion, d'exclusion. Malheureusement ou heureusement, pour avoir une étude, en fait, qui est reproductible et pour avoir des données qui sont un peu plus propres, ça prend une population qui est relativement homogène. En fait, pour la maladie, on ne peut pas dire, si on prend des patients qui ont eu plusieurs rechutes, il faut mettre un nombre, mais ça inclut effectivement les cancers antérieurs, surtout récents, puis surtout plus invasifs là, pour la majorité des études. Très bien. Merci beaucoup.